Bien, mesdames, messieurs, bienvenue. J'ai donc le plaisir d'ouvrir ce colloque Résistance et dissuasion qu'organise conjointement la Fondation pour la recherche stratégique et le Commissariat à l'énergie atomique. Et je suis très heureux que mon ancienne maison, la Bibliothèque nationale de France, ait accepté de l'accueillir et permis de déployer dans le foyer de l'auditorium une exposition très pédagogique sur le thème qui va être traité toute la journée. Alors, cette manifestation est également placée sous le haut patronage du président de la République, je tiens à le signaler, et elle bénéficie du soutien de très nombreux partenaires que je tiens bien entendu à remercier, qui apparaissaient sur la vue précédente: la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation de la France Libre, le Musée Curie, le Service historique de la Défense, les archives diplomatiques, l'École normale supérieure et PSL, et la revue L'Histoire. Naturellement, je les en remercie également très vivement. Alors, quelques mots tout d'abord sur le titre donné à ce colloque. Quand Céline Jurgensen, qui se cache en haut de cet auditorium, dont je signale d'ailleurs qu'il est très rare de le voir aussi rempli à 9 h du matin, nous a proposé le titre Résistance et dissuasion, un moment de surprise ou d'étonnement, car l'accollement de ces deux termes est un peu insolite. En tout cas, il nous a paru tel. Alors, bien entendu, je crois que tout ce qui va être dit dans la journée montre au contraire à quel point ce lien est pertinent, à condition, bien sûr, d'entendre le mot résistance dans une acception assez large. La résistance intérieure, ça va de soi. La résistance extérieure, la France libre, j'allais dire, ça va encore plus de soi, mais aussi en ajoutant la dimension psychologique, l'esprit de résistance, qui va faire d'ailleurs aussi le lien entre le passé et le présent. Alors, cette approche par les origines, je crois, est relativement peu connue, malgré les ouvrages notamment de Bertrand Goldschmidt sur les débuts de ce qu'il appelle l'aventure atomique. Je crois qu'elle est encore peut-être incomplètement étudiée, et donc c'est une des retombées positives que l'on attend d'une journée comme celle-ci, c'est peut-être de stimuler de nouveaux travaux de recherche, et dans cet esprit-là, la participation de nombreuses institutions patrimoniales ou de recherche à cette journée prend évidemment tout son sens. Alors, le texte de présentation du colloque et même énonce de manière tout à fait remarquable, même si c'est synthétique, le faisceau d'éléments qui justifie la thématique retenue. Et je crois que, entre autres, il montre de façon très éclairante le lien étroit qui s'est établi très tôt entre la France libre et les savants. Prendre l'exemple de Jules Guéron, qui a rejoint Londres quelques jours après l'appel du 18 juin, entre donc cette période, ce lien, et, disons, la création institutionnelle de la politique nucléaire française, qui commence dès 1945 avec la création du CEA par le général de Gaulle. Alors, bien entendu, j'ai cité le général de Gaulle. Le colloque réservera à cette figure éminente toute la place qui lui revient. Il mettra en lumière son rôle aussi bien pendant la guerre et à la libération et à son retour aux commandes de l'État en 1958, mais en le situant dans un contexte beaucoup plus foisonnant et, encore une fois, qui passe trop souvent au second plan. Et puis, notre journée débouchera sur les enjeux les plus actuels. Alors, ceux qui vont d'ailleurs conduire Céline Jurgensen et moi-même à nous absenter plus rapidement que nous le voudrions, car ayant participé l'un et l'autre à la revue stratégique de la politique de défense, nous sommes censés remettre notre copie à Madame Parly, à la ministre des Armées, à 10 h. Alors, nous excusons d'avance auprès des intervenants prochains qui ne voient aucune désinvolture à leur égard dans la manière dont nous sommes contraints de résoudre ce dilemme de la concomitance. Alors, je dirais peut-être que cette approche généalogique qui va être présentée aujourd'hui est absolument indispensable pour comprendre le présent. Et si je pense moins aux politiques, aux ingénieurs ou aux scientifiques qui ont participé à cette aventure du nucléaire en France, mais plutôt aux premiers, à ceux qui ont
parmi les premiers, ont théorisé, je dirais, la dissuasion nucléaire. On voit que cette matrice originelle, si je puis l'appeler ainsi, reste extrêmement prégnante. Et on pourrait faire le même constat aussi bien aux États-Unis ou même au Royaume-Uni. Si je prends par exemple les grands théoriciens historiques de la dissuasion outre-Atlantique, les Wohlstetter, Brodie et autres Hermarkan, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? D'abord, ce sont tous des Américains, au moins de la deuxième, sinon de la troisième génération. Ils ne sont pas du tout comme Kissinger, encore liés à l'Europe. Aucun n'a fait la guerre, aucun n'a servi dans les armées. Et pour eux, le fait fondamental, ça a été l'emploi effectif de l'arme atomique, loin du territoire national, qui a mis fin à un conflit qui sont très meurtrier et qui aurait continué de l'être pendant sans doute des mois encore. Donc, un certain nombre de questions, je dirais, fondamentales pour la pensée américaine de la dissuasion, comme la supériorité nucléaire dans le conflit, la volonté de produire un effet loin, alors que le territoire, le sanctuaire national n'est pas directement menacé. Toutes ces questions, mutatis mutandis, restent au cœur de la réflexion et de la pensée américaine. Et on le voit d'ailleurs de manière très concrète à propos de la crise provoquée par la Corée du Nord. Alors, pour les penseurs français de la dissuasion, l'expérience fondamentale, et donc on voit tout à fait le lien avec notre colloque, c'est le désastre de 1940. Et prenez même Raymond Aron, qui part pour Londres très vite, mais les futurs généraux Beaufre, Gallois, Poirier lui étant plus ayant passé de la guerre malheureusement pour lui en captivité, mais les autres sont marqués par cet événement, vont rejoindre la France libre dans le courant de la guerre, et naturellement, le général Beaufre a même dit dans un ouvrage célèbre que l'événement le plus important du XXe siècle, ça avait été la défaite française de 1940. Pour eux tous, la question fondamentale, ça va être la sanctuarisation du territoire, le refus d'une guerre qui serait dévastatrice et donc de l'escalade qu'au contraire la pensée américaine cherche à penser dans un esprit dissuasif, mais si à un moment ou à un autre la dissuasion échoue, il faut bien en passer à l'emploi. Alors, il est important qu'au-delà des aspects scientifiques ou politiques, on ait en tête donc justement l'esprit de la résistance, l'esprit de résistance d'une manière générale, celui qui a peut-être fait si dramatiquement défaut pas simplement à notre pays, mais disons à la France et à la Grande-Bretagne, par exemple, au moment des accords de Munich. Le général Gallois raconte dans un ou plusieurs de ses livres d'ailleurs, alors qu'il était jeune officier d'aviation, en 39 ou en 40, lui et ses camarades devaient dormir auprès des appareils pour empêcher les sabotages. On était après le pacte germano-soviétique. Et je crois donc très important que l'intitulé de cette journée rappelle que, au-delà des données techniques, scientifiques ou opérationnelles, la dissuasion est liée à un état d'esprit. Elle est aussi un phénomène psychologique, et que ce dernier est compromis ou miné si la communauté nationale est divisée, est en conflit avec, pour reprendre l'expression de Georges Pompidou, quand les Français ne s'aimaient pas. Je crois que cette importance qui est absolument décisive du consensus national sera présente à l'esprit de chacun, et peut-être même sera parmi les conclusions qui clôtureront ce colloque. Encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à monter et à concevoir ce colloque. Je remercie tous les intervenants. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous de passer une passionnante journée avant qu'avec Céline nous absentions, mais ce sera pour mieux revenir tout à l'heure. Je vous remercie.
Bien, bonjour à tous, donc, je suis Dominique Mongin, donc je vais animer cette première table ronde qui s'intitule « Le nucléaire, un enjeu stratégique pour la France au cours de la Deuxième Guerre mondiale ». Alors c'est vrai que lorsque l'on parle de dissuasion nucléaire française, on fait rarement le rapprochement avec la Deuxième Guerre mondiale. Et de la même manière, lorsque les historiens traitent de ce conflit, ils évoquent rarement l'implication de la France dans les travaux relatifs au nucléaire. Et donc, il est donc paru intéressant de consacrer une table ronde à cette question en voyant de quelle manière les fondations de la dissuasion nucléaire française remontent à cette époque. Comment on peut établir une filiation entre le fait que la France soit dotée d'une dissuasion nucléaire et cette époque. Alors pour ce faire, nous avons demandé à plusieurs éminents spécialistes à la fois de l'histoire des sciences, mais aussi de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de nous apporter leur éclairage. Alors tout d'abord, interviendront par ordre successif. Donc M. Renaud Huynh, qui est le directeur du musée Curie et des archives Curie. Je précise que c'est une unité mixte à la fois de l'Institut Curie et du CNRS. Que vous êtes diplômé en biologie marine et diplômé en muséologie, auteur de nombreux articles de vulgarisation, de conférences, d'expositions, à la fois sur la famille Curie, mais aussi sur l'histoire de la radioactivité et de ses premières utilisations médicales. Donc le thème de votre intervention sera les travaux pionniers de Frédéric Joliot et de son équipe dans le domaine de l'énergie atomique. Puis interviendra Madame Diane Dosso, qui est chercheure au Centre d'archives en philosophie, Histoire et édition des sciences à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes diplômé en sciences, mais aussi diplômé en histoire, où vous avez soutenu une thèse en histoire des sciences intitulée « Louis Rapkin et la mobilisation scientifique de la France libre ». Et à cette occasion, on verra le rôle fondamental de Louis Rapkin, qui est à mon avis pas suffisamment connu en France, dans le soutien qu'il a apporté aux atomiciens de la France libre. Donc le thème de votre intervention sera précisément le rôle décisif de Louis Rapkin pour coordonner l'effort scientifique français en Amérique du Nord et en particulier vis-à-vis des atomiciens de la France libre. Puis interviendra M. Robert Belot, professeur d'université, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon et à l'Université de Saint-Étienne, lui aussi auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier sur l'histoire de la résistance, mais également sur l'atome, et l'un de vos derniers ouvrages s'intitule « L'atome et la France, aux origines de la technoscience française ». Et je crois que vous travaillez actuellement sur les enjeux géopolitiques de la création du CERN, donc le Centre européen de la recherche nucléaire. Et le thème de votre intervention sera donc les atomiciens français dans la guerre et le rôle de la guerre dans la conscience géopolitique des atomiciens. Donc grâce à vous, nous aurons une vision transversale dans le cadre de cette table ronde. En ce qui me concerne, j'interviendrai après M. Renaud Huynh sur l'intérêt précoce de la France pour les applications militaires de l'énergie nucléaire, de la drôle de guerre à l'intégration des atomiciens de la France libre dans le programme Tube Alloys. Voilà, donc je demande maintenant à M. Huynh d'intervenir. Je vous remercie. Bonjour à tous. Le nucléaire, un enjeu stratégique pour la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est le thème de cette première table ronde que j'ai l'honneur d'initier avec une très courte communication sur le parcours de Frédéric Joliot-Curie jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. C'est notamment pour évoquer le passage d'une science de la radioactivité au début du XXe siècle au nucléaire, qu'il soit civil ou militaire. Alors, n'étant ni réellement historien ni spécialiste du nucléaire, mon intervention se bornera à dresser le portrait de cet homme, Frédéric Joliot-Curie, qui fait partie des grands scientifiques qui ont marqué le XXe siècle, tant par ses travaux en physique et en chimie que par sa participation pionnière dans l'organisation de la science et de la recherche en France, ou encore à travers son combat pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Alors, Jean-Frédéric Joliot est né à Paris au tout début du XXe siècle, puisqu'il est né le 19 mars 1900, l'année même où Pierre et Marie Curie présentent au Congrès international de physique leur rapport sur les nouvelles substances radioactives et les rayons qu'elles émettent. On est au tout début des recherches sur la radioactivité. Frédéric Joliot est le sixième et dernier enfant de Henri Joliot et Émilie Roederer. Son père est un négociant cultivé, qui est musicien et amateur de pêche et de chasse.
et il communiquera notamment à son fils Frédéric le goût de la nature et des arts, tandis que sa mère, issue d'une vieille famille alsacienne protestante, républicaine et libérale, va éveiller en lui les valeurs sociales auxquelles il va adhérer tout au long de sa vie. Alors, Frédéric Joliot entre en 8e au lycée Lacanal de Sceaux à la rentrée scolaire de 1910. Il obtient son certificat d'études secondaires du premier degré en juillet 1915 et reste encore 2 ans en vue de préparer le baccalauréat, dont il obtient la première partie en juin 1916, donc au moment de la Première Guerre mondiale. Il avait eu la douleur de perdre dans les premiers jours de la guerre son frère, Henri, dès les premiers mois de la Première Guerre mondiale. En 1916, Frédéric Joliot intègre alors l'école Lavoisier en vue de préparer le concours d'entrée à l'école municipale de physique et de chimie industrielle, qui deviendra ensuite le SPCI, et il obtient ce concours en 1919. Il intègre ainsi la 39e promotion de cette école en 1920, et c'est alors qu'il se passionne pour la chimie jusqu'à même transformer son logement familial en laboratoire expérimental. C'est ce que décrira Pierre Bicard, un ami proche qui lui consacrera une biographie, Frédéric Joliot-Curie et l'énergie atomique. Alors très rapidement, Frédéric Joliot sympathise et se lie d'amitié avec Pierre Bicard, André Langevin, André Lazare, Henri Le Boiteux, Jacques Parrot ou Jean-Jacques Trillat. Ils constituent un petit groupe d'amis qui resteront unis bien au-delà de leurs études. Et c'est pendant ces 3 années à l'école de physique et chimie industrielle que son admiration pour Paul Langevin, que les élèves appelaient le patron, naîtra et grandira, et que ses talents d'expérimentateur vont s'affirmer. Joliot sort majeur de sa promotion de physique en 1923, au moment où Paul Langevin devient vraiment un mentor pour lui. Au niveau scientifique, bien sûr, mais aussi au niveau politique et philosophique. Comme Langevin, Joliot croit profondément au bienfait de la science et au progrès de l'humanité par la science, à la nécessité d'un enseignement scientifique pour tous. Et il est probable que des points communs entre Langevin et Joliot se trouvent également dans leur parcours, puisqu'ils ont des origines sociales comparables. Ils ont tous les deux fait l'école Lavoisier et l'école de physique et chimie industrielle. Après avoir obtenu plusieurs sursis, Frédéric Joliot est contraint en novembre 1923 d'effectuer son service militaire. Et c'est pendant cette période qu'il songe à son avenir et se renseigne pour une carrière dans la recherche scientifique. En novembre 1924, Paul Langevin lui propose une entrevue avec Marie Curie, la double prix Nobel, dans le laboratoire qu'elle dirige à l'Institut du Radium de Paris. À l'issue de cet entretien, Marie Curie lui obtient d'être dispensée des 3 semaines de service militaire qui lui restent à faire et l'engage en 1925 donc comme préparateur particulier. L'année suivante, à la demande de la patronne, c'était le surnom de Marie Curie, il passe la 2e partie de son baccalauréat et s'inscrit en licence et sciences qu'il obtient en 1927. Donc en 1925-1927, il est à la fois étudiant et préparateur de Marie Curie. Alors au contact des travailleurs du laboratoire Curie, notamment Fernand Olvec, qui est chef de travaux, et évidemment Irène Curie, la fille aînée du célèbre couple, le jeune chercheur s'initie à la chimie de l'impondérable et aux techniques liées à la préparation et à l'étude des sources radioactives. Là encore, il se révèle comme un très habile expérimentateur et améliore un certain nombre d'instruments. Des liens professionnels et amicaux se tissent avec Irène Curie, dont l'abord est réputé difficile, mais il se marie le 9 octobre 1926 dans l'intimité. De cette union naîtront 2 enfants, Hélène, qui voit le jour en 1927, et Pierre, qui naît en 1932. Alors Joliot décrira justement cette union. J'ai repris une citation du livre que lui consacre Rouzet, où il écrit « Nous avions compris que nous pourrions difficilement nous passer l'un de l'autre. Nous avions des caractères différents, mais qui se complétaient. Les bonnes associations pour le travail comme pour la vie ne sont pas celles de caractères identiques, mais complémentaires. » Et c'est vrai que cette association sera particulièrement productive. En complément de son poste de préparateur, Frédéric Joliot commence en 1927 à enseigner à l'école d'électricité industrielle de la ville de Paris. Et la même année, il obtient une bourse Edmond de Rothschild qu'il conservera jusqu'en 1931. Enfin, en 1931, il est nommé chargé de recherche à la Caisse nationale des sciences, qui attribue à cette occasion une indemnité exceptionnelle au laboratoire Curie.
Les premiers travaux scientifiques de Frédéric Joliot sont publiés en mai 1937 sur l'étude du dépôt électrolytique des radioéléments. Et en 1930, il soutient brillamment sa thèse de doctorat sur l'étude radiochimique des électroéléments devant un jury composé de Georges Urbain, Jean Perrin et André Debierne. Il acquiert à l'Institut du radium une certaine maîtrise technique de la chambre d'ionisation et de la chambre à brouillard, de la chambre à détente de Wilson, qui lui permettra d'ailleurs plus tard, en 1939, d'apporter une preuve physique à la fission de l'uranium. Il s'intéresse à l'étude des rayons alpha du polonium ainsi qu'à la préparation de sources intenses de rayonnement qui sont une des particularités du laboratoire de Marie Curie. Alors jusqu'en 1932, Frédéric Joliot travaille et publie abondamment, seul. Il publie 12 publications seul ou avec d'autres auteurs. Mais la cadence s'accélère entre 1932 et 1935 avec de nombreuses publications scientifiques qui illustrent notamment son étroite collaboration avec Irène Curie. On peut compter 25 publications communes pendant cette période. Mais si on considère la période un peu plus large de 1928 à 1934, ce sont près de 50 publications que Frédéric et Irène Joliot-Curie vont faire ensemble, qui vont conduire entre autres à la découverte du neutron par Chadwick en 1932, à celle du positron d'origine nucléaire en 1933, puis à celle de la radioactivité artificielle. Alors, les principaux sujets de cette période sont l'étude du rayonnement pénétrant excité par les rayons alpha des atomes légers, puis viennent les recherches sur les neutrons qui aboutiront, comme je vous le dirai, donc comme je vous le disais, à la découverte du neutron par Chadwick en 1932, et puis la production et la propriété des électrons positifs. Alors, pour la découverte de la radioactivité artificielle, une petite parenthèse, il y avait un jeune physicien allemand qui travaillait au laboratoire Curie depuis le début de l'année 1933, Wolfgang Gentner, qui est un spécialiste des compteurs Geiger et qui va contribuer aux expériences des Joliot-Curie, notamment pour vérifier les appareillages et prouver l'existence de nouveaux corps radioactifs. Au cours des recherches, en effet, sur ces électrons de transmutation, Irène et Frédéric Joliot montrent que des noyaux atomiques irradiés par des rayons alpha qui provenaient des sources de polonium intenses dont qu'ils avaient à disposition dans le laboratoire émettent un rayonnement complexe qui ne s'explique pas par la matérialisation de photons. Ils interprètent ce résultat en supposant qu'au lieu d'un proton, il y a l'émission d'un neutron et d'un électron positif pour donner le même noyau final. Alors, c'est une hypothèse qui est longuement discutée au congrès de Solvay de 1933, et finalement, une explication sera apportée avec la découverte de la radioactivité artificielle 3 mois plus tard. En effet, Irène et Frédéric Joliot arrivent à produire artificiellement des radioéléments qui se désintègrent suivant la même loi exponentielle que les radioéléments naturels par émission d'électrons positifs. Alors, ils identifient chimiquement deux nouveaux éléments radioactifs produits artificiellement, le radiophosphore et le radioazote. Frédéric Joliot est nommé en mars 1935 maître de conférence de physique et chimie de radioactivité à la faculté des sciences, en remplacement d'André Debierne, qui est devenu directeur du laboratoire Curie après le décès de Marie Curie. Et cette même année, en 1935, Irène et Frédéric Joliot-Curie reçoivent le prix Nobel de chimie pour la découverte de la radioactivité artificielle. Finalement, dans cette période entre 1935 et 1939, on voit apparaître un glissement entre des recherches sur la radioactivité, un phénomène naturel, qui vont conduire à des recherches plus pointues sur l'atome, le noyau, et on passe finalement de la science de la radioactivité à une ère atomique ou une ère qu'on qualifierait de nucléaire. Alors à ce moment-là, la presse parle du couple atomique, des découvreurs du radium artificiel, et puis bientôt des briseurs d'atomes. Très vite, les portes et les fonctions vont être ouvertes à Frédéric Joliot, qui devient progressivement Frédéric Joliot-Curie, notamment à travers la presse. Et en 1936, le 1er décembre, il est nommé directeur du tout nouveau laboratoire de synthèse atomique, qui est le premier laboratoire du CNRS. Et il fait alors transformer et équiper cet ancien laboratoire Ampère à Ivry avec un accélérateur de particules de type Van de Graaff, capable de délivrer des impulsions de 3 millions de volts.
Et d'ailleurs, les 2 colonnes imposantes de cet appareil seront exposées à l'entrée du Palais de la Découverte au moment de l'exposition universelle de 1937. En 1937, au mois de janvier, il est également titulaire de la chaire de chimie nucléaire qui est créée pour lui au Collège de France. Donc, dès 1937, Joliot et son équipe, puisqu'il constitue très rapidement une équipe, travaillent à la construction et à l'exploitation d'accélérateurs de particules qui vont permettre d'étudier les réactions nucléaires et produire de nouveaux radioéléments artificiels. Alors, le premier et le plus grand accélérateur de particules réalisé à l'époque en Europe occidentale est le cyclotron du Collège de France que Frédéric Joliot arrivera à faire fonctionner au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors Irène Curie, quant à elle, après une brève apparition et participation au gouvernement du Front populaire de Léon Blum, où elle est nommée en 1936 sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, elle poursuit ses recherches au laboratoire Curie et s'intéresse notamment aux transuraniens, c'est-à-dire aux atomes plus lourds que l'uranium. Et en décembre 1938, reprenant les publications récentes d'Irène Joliot-Curie sur les transuraniens, Otto Hahn, Fritz Strassmann et Lise Meitner découvrent la fission du noyau d'uranium. Alors aussitôt, Frédéric Joliot va entreprendre des expériences pour apporter une preuve physique de ce phénomène de rupture des noyaux. Et dès le 30 janvier 1939, il publie une preuve expérimentale de la rupture explosive des noyaux d'uranium et de thorium sous l'action des neutrons. Alors Joliot et ses collaborateurs, notamment Hans von Albin et Lou Kowarski, travaillent alors sur les conditions de réalisation d'une réaction en chaîne. Et malgré le courrier de Léo Szilard, qui est daté du 2 février 1939 et qui demande à Joliot de ne plus publier les résultats de ses recherches sur la fission de l'uranium, Joliot et son équipe continuent de publier jusqu'à la déclaration de guerre en septembre 1939. Ainsi, en 1939, à la veille du conflit mondial, 3 demandes de brevets d'invention sont déposées sur la production d'énergie nucléaire au nom du CNRS, tout juste créé, et c'est des brevets qui seront ensuite transférés au commissariat à l'énergie atomique. Alors, il y a d'abord, le 1er mai 1939, un brevet qui concerne le dispositif de production d'énergie, puis le 2 mai 1939, le procédé de stabilisation d'un dispositif producteur d'énergie, et enfin, le 4 mai, le perfectionnement aux charges explosives. Et c'est des brevets qui sont signés par Alban, Joliot, Kowarski et Francis Perrin. Alors le premier brevet décrit les combustibles possibles, les ralentisseurs et finalement tous les principes techniques de la production d'énergie nucléaire, y compris d'ailleurs l'exploitation des radioéléments qui sont des sous-produits industriels. La seconde publication, le second brevet, concerne l'absorption des neutrons pour stabiliser une réaction en chaîne. Il y est question d'ailleurs de cette eau lourde, dont il sera question dans la prochaine intervention. Et le troisième aborde le principe de masse critique et finalement le principe de l'explosion nucléaire. Une dernière note sera rédigée par Joliot, Alban et Kowarski en 1939 sur la possibilité de produire dans un milieu uranifère des réactions nucléaires en chaîne illimitée. Alors c'est une publication qui est datée du 30 octobre 1939, après le début de la guerre, et adressée sous pli cacheté à l'Académie des sciences, et qui ne sera décachetée que le 18 août 1948, l'année même d'ailleurs où Frédéric Joliot, en tant que premier haut-commissaire à l'énergie atomique, fera fonctionner la première pile atomique Zoé. Donc, pour conclure finalement cette brève intervention, à l'automne 1939, au tout début de la guerre, nous assistons à une sorte de quête effrénée de la libération maîtrisée de l'énergie du noyau atomique. Et il s'agit maintenant d'affiner les recherches et de définir les conditions techniques de la libération de l'énergie atomique. Et l'équipe de Joliot a en main tous les éléments clés pour arriver à ce but. Et on pourrait conclure d'une certaine manière que cette année 1939 constitue un tournant qui marque d'une certaine manière le passage de cette science de la radioactivité du début du XXe siècle à l'ère du nucléaire et l'entrée en guerre de la France. Je propose maintenant de laisser la parole à M. Mongin qui va... Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, je vais donc parler de l'intérêt précoce de la France pour les applications militaires de l'énergie nucléaire. Et mon intervention portera sur 4 périodes. D'abord la drôle de guerre, ensuite la débâcle, ensuite l'intégration des atomiciens de la France libre dans les travaux britanniques, et enfin la question de la reconnaissance des travaux français par les Alliés. Alors tout d'abord la drôle de guerre. Alors comme l'a rappelé Renaud Huynh, il faut se remémorer l'intérêt et le rôle clé des brevets secrets de mai 1939, qui encore une fois étaient des brevets secrets, et dont l'un qui prévoyait le perfectionnement aux charges explosives. Alors, en septembre 1939, l'intérêt se porte très rapidement pour l'équipe de Frédéric Joliot, à la fois sur les générateurs d'énergie, mais aussi sur les explosifs. Et d'ailleurs, au cours de l'automne 1939, Frédéric Joliot va sensibiliser le ministre de l'Armement de l'époque, qui s'appelle Raoul Dautry, à ces questions, et Raoul Dautry va se montrer très intéressé. Et il apporte d'ailleurs un soutien total lorsque Frédéric Joliot lui dit qu'il a une priorité, qui est l'approvisionnement de son laboratoire en matière stratégique dans 2 domaines. D'une part, l'oxyde d'uranium en tant que combustible, et aussi l'eau lourde en tant que... alors, à l'époque, l'eau lourde étant considérée comme étant le meilleur moyen de ralentir les neutrons lors de la réaction en chaîne. Alors, en ce qui concerne l'uranium, il faut savoir qu'un partenariat avait déjà été établi en mai 1939 avec une société belge qui s'appelle l'Union minière du Haut-Katanga, avec laquelle l'équipe Joliot avait de très bonnes relations, grâce en particulier aux relations de Marie Curie et de Jean Perrin avec cette société qui faisait provenir donc de l'oxyde d'uranium du Congo. À tel point que donc, le laboratoire français de Joliot, donc au Collège de France, avait pu disposer de 8 tonnes d'oxyde d'uranium, soit une quantité qu'aucun laboratoire au monde ne disposait à cette époque. L'idée avait même émergé à l'époque, en mai 1939, au sein de l'équipe de Joliot, d'expérimenter une arme atomique au Sahara. Alors, en ce qui concerne l'eau lourde, pour Joliot, il était indispensable, donc on a vu l'eau lourde en tant que modérateur, en tant que ralentisseur, il était indispensable d'aller récupérer le stock mondial d'eau lourde qui était détenu par une société norvégienne qui s'appelle la Norsk Hydro, donc en Norvège, mais c'est une société dont les capitaux étaient à majorité détenus par des Français, et en particulier par la Banque de Paris et des Pays-Bas, et cela de l'ordre de 70%, c'est-à-dire 70% des capitaux de cette société, la Norsk Hydro, étaient détenus par des Français, donc comme je l'ai dit par la BNP, et à 25% par des Allemands, et en particulier ceux qui étaient très intéressés du côté allemand, c'était l'IG Verbund. Vous verrez d'ailleurs dans l'exposition qui est dans la salle jointe, plusieurs notes de Frédéric Joliot, que ce soit à Raoul Dautry, que ce soit au haut-commissaire à l'économie nationale, qui alertent en disant « j'ai absolument besoin de cette eau lourde ». Alors à tel point que dès la fin février 1940, le président du Conseil de l'époque, qui est également ministre de la Défense, Édouard Daladier, va décider d'envoyer une mission secrète en Norvège pour aller récupérer le stock mondial de lourde. Donc ce stock, il était composé de 185 kilos. Donc c'est Jacques Allier, qui est un jeune financier qui a été... qui était donc mobilisé en tant que lieutenant au cabinet du ministre de l'Armement Raoul Dautry, qui va être désigné par Raoul Dautry pour aller récupérer ce stock mondial de lourde, sachant qu'en tant que jeune financier à la BNP, c'est lui qui s'occupait du secteur norvégien et qui avait de très très bonnes relations avec la Norsk Hydro, et en particulier avec son directeur, qui était très francophile. D'où cette mission secrète qui est envoyée donc, dès février 1940, qui est conduite par Jacques Allier, avec l'aide de 3 membres des services de renseignement français. Alors vous verrez dans l'exposition, on a retracé le périple fait par Jacques Allier, qui est vraiment un périple digne d'un James Bond, il n'y a pas d'autre mot, car il faut savoir qu'à l'époque, les Allemands cherchaient également à mettre la main sur le stock mondial de lourde, et c'est grâce à un subterfuge de Jacques Allier et des membres des services de renseignement qu'ils ont pu arriver à exfiltrer les 26 bidons de lourde à la barbe, je dirais, des Allemands. D'ailleurs, vous verrez également dans le cadre de cette exposition un témoignage que nous avons recueilli de la fille aînée de Jacques Allier,
qui est extrêmement émouvant et extrêmement passionnant sur le témoignage qu'elle avait pu recueillir de son père sur cette expédition en Norvège. Vous verrez également, après cette table ronde, un extrait du fameux film de 1947 qui s'appelle « La bataille de l'Eau-Lourde », qui est d'autant plus intéressant que ceux qui y participent au cours des 10 premières minutes sont les principaux acteurs. C'est-à-dire on voit Raoul Dautry, on voit Frédéric Joliot, on voit Jacques Allier faire leur propre rôle. Alors, eu égard à ce qui vient d'être dit, le terme de drôle de guerre doit donc être fortement relativisé, d'autant plus qu'à la même époque, à partir d'avril 1940, la France va envoyer un corps expéditionnaire en Norvège. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'affaire de l'Eau-Lourde, mais tout ça pour dire qu'il y a un certain tropisme norvégien. Deuxième point, la débâcle. À partir donc du 14 mai 1940 et l'invasion de la France par l'Allemagne nazie, la décision est prise par le gouvernement français d'évacuer le stock mondial d'eau lourde vers le sud de la France. Et dès le 16 mai, 2 scientifiques, Henri Moureux et Jean-Jacques Triat, sont chargés par Joliot d'organiser la mise à l'abri du stock stratégique. D'où un périple qui va conduire ce stock vers la Banque de France de Clermont-Ferrand, puis vers la prison de Riom. Vous pourrez voir, pareil, dans l'exposition jointe, un extrait du rapport de la mission d'Henri Moureux, qui est extrêmement intéressant et qui montre les difficultés qu'il a rencontrées et en même temps le fait qu'on a pu mettre à l'abri pendant un certain temps ce stock mondial de l'eau. Mais à partir du 16 juin 1940, et alors que l'armée allemande a percé le front français, Dautry va décider d'organiser l'exfiltration de ce stock mondial vers la Grande-Bretagne. Et il ordonne à l'équipe Joliot, qui est composée, donc, comme on l'a dit, de Hans Alban et de Lech Kowarski, entre autres, mais c'est ces 2 personnes qui sont présentes avec Joliot à l'époque dans le sud de la France, dans le but de poursuivre en Grande-Bretagne les travaux menés jusque-là en France. D'où un ordre de mission du 16 juin 1940, signé par le chef de cabinet de Raoul Dautry, Jean Bichelonne, qui ensuite évoluera très mal, Jean Bichelonne, étant donné qu'il participera à la collaboration. Cet ordre de mission est fondamental à plus d'un titre. D'abord, il légitime la poursuite des travaux français dans le domaine de l'énergie atomique en territoire allié, tout en mettant en exergue le caractère pionnier de ces travaux. Ensuite, il marque la nécessité de continuer ces travaux dans un cadre français, d'où la mention de l'ambassade de France à Londres, qui figure dans cet ordre de mission. C'est enfin la confirmation de la première coopération nucléaire internationale de l'histoire, qui d'ailleurs avait été amorcée par Jacques Allier dès le 9 et 10 avril 1940, Raoul Dautry lui ayant demandé de participer à la première réunion de ce qu'on appelle le Maud Committee à Londres, qui est la première réunion au cours de laquelle les Britanniques vont s'intéresser justement aux perspectives de l'arme nucléaire. Et c'est au cours de cette réunion que Jacques Allier va sensibiliser les Britanniques au rôle de l'eau lourde et au fait que les Allemands cherchent à se le procurer. Donc on peut dire que c'est l'un des tout premiers actes de résistance de l'administration française, sachant qu'encore une fois, cet ordre de mission est signé le 16 juin 1940. Il semblerait même qu'il ait été antidaté, qu'il ait plutôt été signé le 17 juin. D'ailleurs, il est sous forme manuscrite. Et donc, juste avant le transfert, le départ du bateau qui va emmener ce stock mondial, qui part de Bordeaux le 18 juin 1940, ayant à son bord Alban et Kowarski, sachant que Joliot, lui, a préféré rester en France. Donc on pourra peut-être reparler des raisons pour lesquelles Joliot a choisi de rester en France au cours de la discussion. Donc c'est grâce à un bateau britannique, et en particulier donc, un bateau qui s'appelle le Broome Park, et grâce à l'action d'un scientifique britannique qui s'appelle Lord Suffolk, que l'on a pu exfiltrer vers la Grande-Bretagne ce stock mondial de lourdes. Il faut savoir que parallèlement à cette opération, la France a organisé de manière tout aussi secrète, je dirais que c'est même un épisode qui est moins connu encore, l'exfiltration du stock, donc les 8 tonnes dont on a parlé, d'oxyde d'uranium vers... initialement, l'idée, c'était de l'exfiltrer également vers la Grande-Bretagne. Ça n'a pas pu se faire, mais il a été exfiltré vers le Maroc. Donc c'est un physicien qui s'appelle Serge Gorodetzky, qui le 17 juin 1940 monte à bord d'un cargo qui part également de Bordeaux et qui va rejoindre le Maroc, où il retrouve Jean Perrin, qui vient d'arriver avec le Massilia, et également un autre ingénieur du corps des mines qui va organiser, c'est un ingénieur du corps des mines qui va organiser
la mise à l'abri de ce stock d'oxyde d'uranium au Maroc. Et encore une fois, c'est un épisode qui ne sera absolument pas connu, qui sera découvert et rendu public qu'en 1946. Au final, le mot d'ordre qui va mobiliser la résistance française intérieure et extérieure, on le voit avec donc la défaite, c'est plus jamais ça, plus jamais d'invasion de la France. Alors, troisième point, l'intégration des atomiciens de la France libre dans les travaux britanniques. Donc, on a parlé du départ de Hans Alban et de Leigh Kowarski en Grande-Bretagne. Ils vont rejoindre le Cavendish Laboratory de l'Université de Cambridge. Et là, ils vont apporter à la fois l'eau lourde, bien sûr, mais aussi leur savoir-faire dans le domaine de l'étude des neutrons lents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les Britanniques s'intéressaient avant tout aux neutrons rapides et plutôt à la filière de l'uranium enrichi. Alors, très vite, l'équipe française va montrer très vite que la filière de l'uranium naturel est vraiment intéressante, même si à l'époque, le plutonium n'a pas encore été découvert. Il sera découvert à partir de la fin 1939, 1940 et début 1941 par l'équipe de Glinseborg aux États-Unis. Mais on a déjà le pressentiment que l'on pourra créer une nouvelle matière grâce en travaillant sur l'uranium naturel. En décembre 1940, l'équipe de Joliot, donc Hans Alban et Leigh Kowarski, donc sans Joliot bien sûr, démontre la possibilité d'une réaction en chaîne par neutrons lents. En décembre 1940, c'est donc la première expérience concluante à être menée dans le monde dans ce domaine. Alors ensuite, parlons de l'intégration de ceux que l'on a appelés les atomiciens de la France libre. À partir de 1941-1942, va se former en effet le groupe des atomiciens de la France libre, qui comprend le physicien Jules Guéron, qui va rejoindre le général de Gaulle dès le 25 juin 1940. Également le physicien Pierre Auger, le chimiste Bertrand Goldschmidt. Et tous les trois vont relever directement du bureau scientifique de la délégation du Comité français de libération nationale, qui est dirigé alors par Louis Rapkin. Alors pour leur part, Hans Alban et Leigh Kowarski, eux, ne sont pas sous l'étiquette France libre tout de suite. Ils vont commencer à accepter la tutelle de la France combattante seulement à partir de 1943. C'est-à-dire à l'époque où les travaux de ce qu'on appelle Tube Alloys, Tube Alloys c'est le terme qui désigne les travaux britanniques sur l'arme nucléaire qui a succédé au Mode Committee, à partir du moment où ces travaux vont être transférés en partie au Canada, où là, on va retrouver à la fois Hans Alban, Jules Guéron, Pierre Auger et Bertrand Goldschmidt qui vont rejoindre l'équipe anglo-canadienne à Montréal. Donc pour la France, le nucléaire est ainsi un domaine clé de souveraineté pendant la guerre, un moyen de recouvrer la puissance perdue de la France. Il était en effet essentiel que les relations avec l'allié britannique soient équilibrées, respectueuses des accords des uns et des autres, afin de préserver le positionnement de la France au sortir de la guerre. D'où un triple objectif: faire reconnaître le rôle pionnier des travaux français dans ce domaine, faire reconnaître au sein des pays alliés les intérêts et les droits français, et en particulier c'est la question des brevets secrets français, enfin anticiper la reprise des travaux sur le sol national après la guerre. Les enjeux sont donc à la fois politiques, stratégiques, administratifs et financiers. Donc, encore une fois, la question des brevets, c'est une question qui va se poser dès la fin de la guerre, qui se reposera avec les Américains, et cela jusqu'en 1969. Également, une autre question qui va se poser, c'est la question de la nationalité. C'est-à-dire que les Britanniques, à partir du moment où ils intègrent des étrangers, ils leur demandent de prendre la nationalité britannique. Tous les résistants français ont refusé, ont toujours dit, donc quand je parle des résistants français, c'est les 5 atomiciens, Hans Alban, Leigh Kowarski, Pierre Auger, Bertrand Goldschmidt et Jules Guéron, refusent. Alors, en contrepartie, ils sont obligés de signer un document dans lequel ils disent qu'ils respecteront le secret. Mais cette question se posera, et en particulier au moment lorsque le général de Gaulle va se rendre à Ottawa en juillet 1944, la question va se poser: est-ce qu'on sensibilise le général de Gaulle sur l'état d'avancement des travaux du Manhattan Project? Ce que les Français feront, c'est Jules Guéron qui se chargera de briefer pendant quelques minutes, de manière tout à fait confidentielle, sans que les Alliés le sachent, le général de Gaulle sur l'état d'avancement du programme Manhattan. Encore une fois, je vous incite à regarder l'exposition dans la pièce jointe dans laquelle nous avons fait figurer plusieurs notes de la direction de l'armement de la France combattante qui explicitent vraiment les démarches françaises vis-à-vis des autorités britanniques pour faire respecter les droits français.
Et ça concerne, comme je le disais, aussi bien la question de la nationalité, la question également des salaires, qui était une question tout à fait importante, mais on n'a pas le temps de revenir en détail. Quatrième et dernier point, la question de la reconnaissance des travaux français. Alors en effet, les travaux français vont se révéler difficiles à faire valoir pour la France combattante, particulièrement à partir de 1943, lors de l'installation du laboratoire anglo-canadien à Montréal. Le contexte, en effet, est un contexte de relations tendues entre l'allié britannique et l'allié américain à l'époque. Tension qui sera réglée par les accords de Québec d'août 1943, donc un peu plus tard. Mais aussi et surtout, je dirais, par la défiance du côté américain vis-à-vis des Français, qui, encore une fois, sont restés français, n'ont pas pris la nationalité britannique. Donc très vite, la question de la double allégeance va se poser pour les atomiciens de la France libre, allégeance vis-à-vis des autorités britanniques et aussi vis-à-vis de la France combattante. Et ça, on le voit très clairement à travers, encore une fois, les documents de la France combattante, où les atomiciens de la France libre se posent souvent la question, ils sont scrupuleux en se disant « mais est-ce que je peux dire ça alors que c'est hypersensible? Est-ce que je peux en parler à d'autres Français ?» Tout à l'heure, j'ai parlé de la sensibilisation du général de Gaulle au programme Manhattan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Français n'ont pas participé directement au programme Manhattan. Toutefois, il faut savoir que Bertrand Goldschmidt a eu pendant des contacts très étroits avec Lindsey Borg en 1942 et 1943. Il y a participé pendant plusieurs mois, pendant au moins 3 mois, aux travaux du laboratoire de Chicago, auprès de Glenn Seaborg, au cours duquel il a pu se perfectionner dans le domaine de l'extraction du plutonium, mais aussi contribuer à la préparation de sources de polonium en perspective de l'amorçage neutronique. Par ailleurs, Pierre Auger a pu assister à la mise en œuvre de la pile atomique d'Enrico Fermi, qui a divergé en décembre 1942. Donc on voit très clairement que Bertrand Goldschmidt avait des liens très étroits avec Glenn Seaborg, Pierre Auger avec Enrico Fermi. Et donc rien que ça, c'est d'ailleurs une marque de reconnaissance de l'apport français. Cette reconnaissance sera d'autant plus forte en raison du pilotage des travaux britanniques par Alban à Cambridge puis à Montréal. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir, et c'est pareil, un document qui figure dans l'exposition, des Britanniques parler de dette d'honneur. Nous avons une dette d'honneur vis-à-vis des Français. Et d'ailleurs, cette dette d'honneur, cette reconnaissance de l'apport des Français, elle figure dans un rapport britannique du gouvernement britannique qui est émis peu après l'explosion d'Hiroshima en 1945. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette reconnaissance, elle, ne sera pas formulée du côté américain. D'ailleurs, quand vous lisez le rapport Smith, le rôle des Français est quasiment négligé. Par conséquent, les enjeux liés au nucléaire étaient déjà bien perçus de part et d'autre comme des enjeux de souveraineté. Je vous remercie. Donc, je laisse maintenant la parole à Madame Diane Dessau. Je vais vous parler de Louis Rapkin et des savants de la France libre à l'aube de l'ère atomique. Et je tiens à remercier Dominique Mongin pour son invitation à participer à ce colloque. Donc, nous sommes le 20 juin 1940. Laugier et Longchambon sont parvenus de Bordeaux à Londres sur le charbonnier Broome Park. Longchambon, pour rappel, est le directeur du Centre national de la recherche scientifique appliquée. Laugier de la recherche pure et également directeur général du CNRS, dont je rappelle qu'il vient tout juste d'être créé durant la drôle de guerre, très exactement le 19 octobre 1939. Sur le charbonnier Broome Park ont également pris place les collaborateurs de Joliot, tous deux scientifiques français, naturalisés respectivement en avril et novembre 1939, Alban et Kowarski. Pour des raisons personnelles, Longchambon est finalement rentré en France par le dernier bateau qui rapatriait les services de l'ambassade de France à Londres. Ce n'est donc pas avec Longchambon que Laugier s'apprête à partir aux États-Unis, comme initialement prévu, mais en compagnie du biochimiste Louis Rapkin, qui lui est présent à Londres depuis janvier 1940. Il travaille pour la mission française des charbons, d'achat des charbons. Donc, au mois de juillet 1940, à la demande personnelle d'Henri Laugier,
puis sur la recommandation expresse de 2 membres éminents de la Royal Society, Hill et Bragg, la Fondation Rockefeller invite Henri Laugier et Louis Rapkin à se rendre aux États-Unis pour une mission de 3 mois, croit-elle. Notons que Laugier est âgé de 52 ans en 1940, qu'il parle anglais avec difficulté, à la différence de Rapkin, 36 ans, lui parfaitement bilingue. Les agents de la Fondation philanthropique supposent que Rapkin agira comme l'interprète de Laugier, d'où l'intérêt de les inviter ensemble. Les agents Rockefeller souhaitent s'entretenir avec eux de la situation des scientifiques réfugiés en France et en Angleterre. Ils pensent recueillir ainsi des informations récentes et de première main, utiles à leur délicat travail de sélection des bénéficiaires de leurs subventions. Les fonds correspondants sont votés le 31 juillet 1940. Ni Laugier comme ex-directeur du CNRS, ni Rapkin en tant qu'ancien boursier de l'International Education Board ne sont des inconnus pour la Fondation. Très précisément, au lendemain de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne, le 9 juillet 1940, Laugier écrit, citation, à ses chers amis de la Fondation Rockefeller, « Il y a actuellement en France un grand nombre d'hommes de science qui vont être persécutés et dont l'activité intellectuelle sera réduite à 0. Si les meilleurs d'entre eux, les Joliot, les Auger, les Langevin, les Moricard et d'autres pouvaient retrouver en Amérique un milieu de travail, ce serait un capital intellectuel d'une valeur inestimable qui serait sauvegardé. Et ce serait une grande œuvre et une noble action. » Plus loin, Laugier évoque dans cette lettre cette œuvre de sauvetage de l'intellectualité française. Rapkin, lui, déclarera avoir sauvé une part du patrimoine scientifique français. Donc on est bien ici dans le sauvetage de cerveaux exceptionnels, nullement dans celui de vie humaine dans l'humanitaire. L'objectif de la Fondation Rockefeller est l'enrichissement durable des États-Unis par l'élite européenne en fuite devant la menace nazie. Il rejoint parfaitement le but de Laugier et de Rapkin dans le moment exceptionnel du conflit mondial qui débute. Déplaçons-nous à présent aux États-Unis à la fin du mois d'août 1940. C'est le 26 août que Laugier et Rapkin atterrissent à New York en provenance de Londres, après une escale technique de quelques jours à Lisbonne, parce qu'ils voyagent en hydravion. Dès lors, les entretiens avec différents responsables de la Fondation Rockefeller se succèdent. Ceux-ci se rendent très vite compte que Laugier et Rapkin ne sont pas seulement là pour leur livrer des informations. Ils veulent poursuivre en Amérique l'action débutée en Grande-Bretagne, mais interrompue par l'annonce officielle de la suspension des relations diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne le 8 juillet. Ils souhaitent faire venir en Amérique les scientifiques français. D'une part, il s'agit de les soustraire au risque d'une collaboration forcée avec les nazis, ce qui signifie exfiltrer les scientifiques eux-mêmes, mais aussi les membres de leur famille, afin qu'aucun chantage ne puisse être exercé à leur encontre. D'autre part, il faut impérativement éviter l'arrêt de leur activité professionnelle. Rapkin sait par expérience qu'être coupé de la vie de laboratoire trop longtemps risque de vous en détourner définitivement. Permettre aux scientifiques de poursuivre leurs travaux, c'est aux yeux de Laugier et de Rapkin les tenir prêts à participer à la future reconstruction de la recherche scientifique française. Ils en sont conscients dès cette époque. Laugier et Rapkin doivent rester discrets sur leur présence à New York, d'autant plus qu'elle a été malencontreusement annoncée le 27 août dans le New York Times. Ensemble, Laugier et Rapkin mettent en place un plan de sauvetage de l'élite des scientifiques français, avec l'aide discrète mais déterminante de la Fondation Rockefeller. Celle-ci est l'interlocuteur idoine car elle vient d'adapter sa politique au contexte nouveau de la guerre en collaboration avec le State Department. Auparavant, les réfugiés étaient déjà à New York quand ils venaient lui demander son aide. Désormais, c'est pour fuir l'Europe qu'elle doit leur porter assistance. De 1940 à 1945, la Fondation Rockefeller met en place 2 programmes d'assistance, Aid for Deposed Scholars, aide pour les savants révoqués, et un programme d'urgence pour les savants européens. Elle vient ainsi en aide à 111 individus d'une dizaine de nationalités, dont 34 Français. Parmi ces 34 Français secourus, 14 ont pour domaine de recherche les sciences exactes, dont le physiologiste Henri Laugier et les physiciens Pierre Auger et Francis Perrin. Signalons que Auger est le beau-frère de Francis Perrin. Comment obtenir une invitation américaine ? Alors, il ressort des discussions des agents de la Fondation Rockefeller avec Laugier et Rapkin que cette invitation doit émaner soit des universités,
soit de la New School for Social Research, dirigée par Alvid Johnson, et qui, dans l'ombre, est financée par la Fondation Rockefeller. Cette procédure permet de satisfaire des demandes. Je reprends ma phrase. Ce processus évite qu'une demande satisfaite pour un savant exceptionnel augmente le nombre de demandes de la part de personnes moins illustres, la New School, à la différence de la Fondation Rockefeller, n'ayant pas la réputation de posséder des ressources illimitées. Donc, il s'agit bien de se limiter aux cas absolument remarquables. Et le problème de cette école en sciences sociales pour un scientifique fait qu'elle a été peu utilisée. Le cas que je connais, c'est celui du mathématicien André Weil, le frère de la philosophe Simone Weil, qui a eu une invitation émise directement par la New School. Donc, parce que l'autre problème avec cette invitation fictive, c'est que le scientifique peut sortir de France, mais une fois arrivé aux États-Unis, il lui faut trouver un travail, ce qui n'est pas simple dans les circonstances. Donc, la préférence est donnée aux invitations des universités. Là, règne vis-à-vis des réfugiés une atmosphère qui n'est pas exempte d'antisémitisme et de xénophobie, en raison des très nombreux proscrits d'Égypte, d'Europe, juifs pour la plupart, accueillis depuis les années 30. Donc, face à ces difficultés, Laugier et Rapkin vont faire du porte-à-porte, vont se déplacer sur le territoire américain pour, en leur nom propre, sans citer la Fondation Rockefeller, avec leurs propres contacts, demander des postes pour les Français. La seule action pour ces voyages, c'est une action financière. La Fondation finance les voyages. Donc, une fois que ces invitations sont obtenues, il faut ensuite en avertir le bénéficiaire et s'assurer qu'il accepte cette proposition d'exil temporaire. Le localiser peut prendre plusieurs mois. N'oublions pas que les communications internationales entre la zone non occupée de la France et les États-Unis sont interdites. Donc, dans ce cas-là, le bureau de la Fondation Rockefeller à Lisbonne constitue souvent un intermédiaire précieux. Parallèlement à l'action organisée par Laugier et Rapkin depuis New York, certains scientifiques qui se sentent menacés écrivent directement à leurs collègues et amis américains pour solliciter une invitation. C'est par exemple le cas de Léon Bréhouin dès le 25 août 1940 ou d'Edmond Bauer le 30 septembre. Je précise également que les scientifiques en France ne sont pas au courant de ce plan de sauvetage. Un autre point fort de ce plan, c'est son caractère légal. Les États-Unis, qui ne sont pas en guerre, ont reconnu le gouvernement de Vichy. Ils conservent leur ambassadeur auprès de Pétain, l'amiral Leigh, qui dispose lui-même d'un ambassadeur accrédité à Washington, Gaston-Henri Hay, l'ancien maire de Versailles. Laugier et Rapkin font le pari que pour garder de bonnes relations avec le gouvernement américain, Pétain ne s'opposera pas au départ des scientifiques de haut niveau, pourvu que l'invitation soit de courte durée. Ils ont la conviction qu'au nom du maintien de la coopération intellectuelle internationale, Pétain accordera un permis de sortie à chaque scientifique, document indispensable à sa sortie légale du territoire. On constate donc que rester dans la légalité offre un relatif confort aux scientifiques français, dont les étrangers, contraints de passer dans la clandestinité, sont privés. La difficulté à quitter la France varie selon la période choisie. D'une part, de nouvelles lois font leur apparition au fil des mois. D'autre part, la façon dont les règlements sont appliqués fluctue en partie en fonction du temps, en partie en fonction des personnes chargées de leur application. En revanche, les différentes étapes qui jalonnent le déroulement du plan de sauvetage sont-elles immuables? Je les résume. Il faut obtenir successivement l'invitation d'une institution américaine, le permis de sortie du territoire français, 2 affidavits, moral et financier, le visa américain, les visas de transit, Espagne, Portugal, un billet de bateau et enfin l'autorisation du contrôle d'échange d'exporter les devises. Pour entrer aux États-Unis, universitaires et savants sont favorisés puisqu'ils disposent de visas hors quota, qu'ils soient ou non juifs. Pour en bénéficier, il faut avoir la promesse d'un contrat de travail de 2 ans, rémunéré au minimum 2 500 $ par an et justifié d'un poste d'enseignement depuis au moins 2 ans au moment de la demande. Le State Department, donc, qui a mis ce programme en 40 de programme de visa de visiteurs d'urgence, favorise les séjours longs dans l'espoir que ces réfugiés de renom finissent par rester définitivement en Amérique, contribuant à son développement scientifique. Or, côté français, dès l'origine, c'est au contraire un séjour court qui est envisagé.
les savants ne pensent qu'à un exil court, à une époque où on ne sait pas encore combien de temps il durera, bien entendu. Et l'argument d'un séjour court n'est pas seulement tactique vis-à-vis de Pétain, côté français. Contrairement aux émigrés allemands et autrichiens des années 30, ils ne songent pas un instant à s'installer définitivement en Amérique. Pour eux, le séjour envisagé est temporaire pour poursuivre leurs recherches sans risque de collaboration forcée avec l'ennemi. Donc, un subterfuge est utilisé. En correspondant avec l'ambassade de France à Washington ou avec les ministères français, les Américains feront état d'une invitation pour un an, mais les invitations qu'ils enverront en France au consulat américain préciseront 2 ans pour que les scientifiques français puissent obtenir le visa américain. Reste la difficile question de la sélection des candidats au départ. Et Laugier et Rapkin acceptent d'en prendre l'écrasante responsabilité, que la Fondation Rockefeller, elle, se refuse à endosser. Ils vont dresser des listes, en précisant bien, en demandant que ces listes soient ensuite détruites. Elles restent actuellement dans les archives. Donc on reconstitue une liste de scientifiques en 6 disciplines, appartenant aux sciences exactes, dans l'ordre mathématiques, physique, biochimie et biophysique, biologique, physiologie et enfin chimie. Pour chaque discipline, 2 catégories de personnes sont distinguées, celle de qualité exceptionnelle, à faire sortir impérativement de France. Les noms soulignés constituent la première liste, et Frédéric Joliot et Madame Joliot en font partie. Celle de moindre qualité ou ayant dépassé l'âge de grande productivité intellectuelle constituant la liste de réserve, utile où certains ne pourraient ou ne voudraient pas quitter la France. Donc nous avons 2 listes qui comportent respectivement 34 et 60 noms. Les principaux critères, sans conteste, c'est la valeur scientifique, ensuite le fait que la personne soit juive ou non, en danger politique particulier et son âge. Et la question est de savoir si l'intéressé sera désireux ou non de quitter la France, ainsi que Frédéric Joliot, Henri Cartan, André Lvoff, Edgar Lederer refusèrent l'exil qui leur était proposé. Si la Fondation Rockefeller refuse toute responsabilité dans la sélection, craignant la publicité qui serait fatalement faite autour, Laugier et Rapkin réussissent néanmoins à l'impliquer puisqu'ils en discutent le contenu en présence de ses agents au début du mois d'octobre 1940. Je m'arrête quelques instants sur le cas de Francis Perrin, qui, lui, a été un jour convoqué par le recteur, et avec sa femme, ils ont cru qu'il allait être révoqué. Et en fait, le recteur lui signifiait son invitation aux États-Unis par le président de l'Université de Columbia, donc en décembre 1940. Et il a pu passer la ligne de démarcation et grâce à une autorisation pour faire, comme chaque année, ses recherches à l'Observatoire du Pic du Midi. Et donc, de zone non occupée, il a pu organiser son départ. Un autre scientifique, un biologiste comme Boris Efrissi, lui, a dû franchir clandestinement la ligne de démarcation, heureusement avec succès. Donc, pour l'entrée aux États-Unis, je vais passer différents quotas, mais pour reparler de l'évolution des mesures, en 1er juillet 1941, il y a eu une nouvelle loi qui a failli empêcher le voyage aux États-Unis de Perrin et d'Auger, précisément. Et sans les démarches de Rapkin directement à Washington, il n'aurait pu partir. En fait, il s'agissait d'une mesure qui ne concernait pas les Français nés français. Donc, peu à peu, l'Amérique ferme ses portes à ceux qui fuient les persécutions et les massacres perpétrés en Europe. Pour résumer, une citation de Éric Maria Remarque dans La Nuit de Lisbonne, qui est parue en 1962.
Celui qui ne pouvait partir pour atteindre à la terre promise, l'Amérique était perdue. Il mourait d'hémorragie lente dans le dédale épineux des visas d'entrée et de sortie, des permis de séjour et de travail, des camps d'internement, de la bureaucratie, de la solitude, de l'exil, de la terrifiante indifférence générale, indifférence au destin d'autrui, et ce sentiment n'avait d'autre origine que la guerre, la misère et la peur. L'homme, par lui-même, n'était plus rien, un passeport valable était tout. Donc je reviens sur le rôle spécifique de Rapkin. Donc tout au long de la procédure d'invitation, il agit en liaison avec les agents de la Rockefeller. Pour chaque scientifique pressenti, il rédige lui-même une fiche détaillée de renseignements biographiques, explicite l'intérêt des travaux, établit la liste des publications et, engageant sa responsabilité, il s'en porte garant devant les autorités d'immigration. Et j'ajoute que lui qui ne dispose pour lui-même aucun salaire, qui refuse plusieurs postes de recherche pour se consacrer entièrement à l'exfiltration des scientifiques français, parvient à réunir un fonds en leur faveur, un fonds constitué des dons de Français fortunés tels les Wertheimer, les parfumeries bourgeois, les Rothschild, Horace Finali, Claude Bernheim. Et à partir de 1941, ce fonds prend le nom de Fonds des savants français. Et à ce fonds, René Pleven contribue. Donc, on mesure l'expérience en ce domaine que lui a procuré la direction dès 1936 du Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers. Et je fais le lien avec le colloque de rentrée du Collège de France l'an dernier, donc, qui était sur le thème migration, réfugiés, exil. Et une initiative menée par Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans le prolongement du comité de Rapkin de 1936, a créé le programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, ce qui fait l'acronyme PAUSE. Et même si le lien, donc, il a été officiellement créé le 16 janvier 2017, même si le lien avec Rapkin et son initiative a été établi, c'est bien la photo de Marie Curie qui est sur la brochure. Donc les informations sont en ligne sur le site du Collège de France. Donc, quand au printemps 1941, René Pleven arrive, les relations sont particulièrement bonnes avec Rapkin. Et en décembre, donc en août 1941, Pleven rencontre Rapkin à Washington pour la première fois, ce qui va aboutir au 11 décembre 1941, la reconnaissance officielle signée du général de Gaulle du bureau scientifique, donc créé le 11 décembre 1941, et Rapkin en est nommé chef. Le général de Gaulle souhaite que chaque candidature lui soit soumise, lui permettant de prendre lui-même la décision finale, donc de coopter chaque scientifique. Un engagement est rédigé, donc délégation de la France libre aux États-Unis, engagement, je sous-signé approuve les décisions du général de Gaulle de refuser d'accepter l'armistice de juin 1940 et de former les forces françaises libres en vue de continuer la lutte avec la Grande-Bretagne et ses alliés jusqu'à la victoire finale. Je déclare me rallier au mouvement France libre, dont le but est la restauration de l'indépendance et de l'intégrité de la France démocratique et de son empire. En outre, je m'oppose au régime totalitaire institué par le gouvernement de Vichy et à la collaboration de la France avec les puissances de l'Axe qui ne peut que consacrer la domination de la France par les dictatures. En conséquence, je me mets par la présente à la disposition des forces françaises libres pour la durée de la guerre et pour les 3 mois qui suivront la cessation des hostilités. Donc ce document est signé par chacun des membres du bureau. Ils seront 35 avec Rapkin. Rapkin signe le sien le 3 mars 1942, Bertrand Goldschmidt le 9, Hans Alban en janvier 1943, Auger le 20 mars 1942 et Francis Perrin le 18 mars 1942. Donc, officiellement rattaché à la France libre, ce n'est pourtant qu'à partir du 21 mai 1942 que les scientifiques commencent à être autorisés à travailler pour la défense nationale américaine. Quoi que Rapkin fasse, il reste des ennemis aliens, des étrangers ennemis pour les Américains.
Donc, Auger, Francis Perrin, Bertrand Goldschmidt, Jules Guéron et Hans Alban rejoignent le Canada, où ils participent au projet atomique anglo-canadien. Et je finirai presque sur cette lettre de Rapkin à Guéron en juin 1943, qui explique que, selon la procédure normale, la candidature de chaque scientifique doit être approuvée par le général de Gaulle. Mais votre cas, vous avez rappelé, M. Mongin, que Guéron avait adhéré à la France libre dès le 25 juin 1940. Votre cas est tout à fait spécial. Tout d'abord, vous appartenez déjà à la France combattante. De plus, vous êtes détaché par le service de l'armement de la France combattante auprès du Department of Scientific and Industrial Research, anglais donc. Finalement, le délégué du Comité national de la France combattante ne voit que des avantages à votre inscription pour ordre sur les listes du bureau scientifique. Je vous ai donc inscrit comme membre du bureau scientifique de la délégation aux États-Unis sans passer par Londres. Dans ces conditions, je vous prie de considérer cette lettre comme une notification officielle que je vous mets à mon tour en affectation spéciale scientifique auprès du DSIR du gouvernement britannique. Donc, les Américains n'acceptant pas les Français, Rapkin constitue une mission scientifique française en Grande-Bretagne et les ramène à Londres, ce qui fait qu'il organise la visite surprise de Joliot le 4 septembre 1944 à Londres, ce dont Joliot témoignera en ces termes dans la revue mensuelle franco-britannique Dialogue. Rapkin avait caché précieusement mon arrivée, il voulait en faire la surprise à sa petite troupe. Je leur ai trouvé tous dans leur grande salle de travail où ils dépouillaient des documents, au moment où ils s'attendaient le moins à me revoir. Comment n'aurais-je pas été infiniment ému en voyant tous ces amis? Je ne trouvais chez mes hôtes ni fanfaronnade, ni désir d'étonner, ni volonté de marquer un sens prophétique. Avec une infinie modestie, ils me demandaient « Pourrons-nous travailler à nouveau en France ?» Quelle joie j'eus à les rassurer sur ce point. Le 16 septembre 1945, un mois et une semaine après Hiroshima, 2 mois avant la signature de l'acte constitutif de l'UNESCO, Rapkin est l'invité d'une émission de la BBC, le Science Magazine. Il y parle en tant que chef de la mission scientifique française. Citation, « Un petit nombre d'hommes de science a réussi à quitter la France durant l'occupation. Certains sont venus en Grande-Bretagne et furent immédiatement admis parmi leurs collègues britanniques. Certains se sont rendus aux États-Unis d'Amérique, quelques-uns au Canada. Tous s'efforcèrent d'aider à mener la bataille commune. Il faut maintenant faire mention de quelques-uns qui furent secondés par les autorités de la France libre pour travailler avec l'équipe anglaise sur la bombe atomique, sous la direction de James Chadwick et du professeur Cockcroft. Il a déjà été établi ailleurs que le professeur Joliot a envoyé en juin 1940 2 de ses collaborateurs, Dr Alban et Dr Kowarski, avec instruction de placer eux et leur expérience à la disposition des Britanniques. Plus tard, Dr Jules Guéron, professeur Pierre Auger et Dr Bertrand Goldschmidt ont rejoint l'équipe britannique à Montréal. Et Rapkin de se livrer un vibrant hommage au travail d'équipe qui, enfin, pénètre de plus en plus les esprits des scientifiques français. Et il conclut en ajoutant « Ce concept fut clairement reconnu dans notre combat contre le nazisme et le fascisme, et grâce à cela, la victoire fut atteinte. » Il regrette cependant, en tant que biochimiste, que l'énergie humaine, l'argent et l'organisation dépensés pour la construction de la bombe atomique pouvaient l'être pour un effort international concerté pour résoudre les problèmes de comment éviter ou guérir le cancer ou la tuberculose que nous arriverons probablement à résoudre. Je conclus en précisant que grâce à ce travail durant la guerre, un bureau scientifique du CNRS est créé à New York, conjoint CNRS et commissariat à l'énergie atomique, et également à Londres. Et Rapkin meurt le 13 décembre 1948. Ses obsèques se déroulent au cimetière de Montrouge le 15 décembre, au moment même où la première pile atomique française à Eau-Lourde, Zoé, diverge au fort de Châtillon, qui recevra la visite du président de la République le 21 décembre. Et je termine en signalant que sous la présidence de Pierre Mendès France, en juin 1954, c'est Henri Longchambon qui sera nommé au poste de secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique et qui, par conséquent, aura sous son autorité le commissariat à l'énergie atomique.
Puis, lors du retour au général de Gaulle au pouvoir en 1958, la DGRST inaugurera les actions concertées, directement inspirées du plan de réorganisation de la recherche scientifique rédigé par Rapkin à l'issue de la mission scientifique française en Grande-Bretagne. Ce système novateur permet de favoriser prioritairement une discipline pour en accélérer le développement, ouvrant ainsi la voie à une véritable programmation de la recherche. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci. Merci. Donc, je donne tout de suite la parole à Robert Belot. Merci. Avec l'idée qu'on puisse avoir un débat avec la salle. Voilà, donc je vais Merci. essayer d'être court pour ne pas abuser de votre patience. Et je voulais d'abord féliciter Dominique Mongin pour l'organisation de cette journée avec ses partenaires. Et puis leur merci aussi de m'avoir convié à cette opération. Bien, donc je vais essayer d'être à la fois rapide et synthétique, ce qui n'est pas évident. En fait, comment la conscience géopolitique, l'esprit de résistance, comme le disait M. Racine, ou je préférerais l'esprit de défense, sont-ils venus aux atomistes? Je vais parler donc du CEA avant le CEA en définitive. Et il faut peut-être rappeler, ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, que la guerre a joué un rôle fondamental dans la transformation de la recherche française et de la recherche en général, occidentale, c'est-à-dire de l'idée que les chercheurs se font de leur mission, du mode d'organisation de la recherche, des enjeux et des finalités de cette recherche. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et la création du CEA, je vais en parler quand même, juste dans l'introduction, est une illustration emblématique de cette révolution. Ses fondateurs ont en partage, il ne faut jamais l'oublier, l'expérience de la guerre, de l'engagement citoyen, comme on dirait aujourd'hui, et la conviction aussi, ce sont deux choses qui président finalement à la création du CEA. La deuxième chose, c'est l'idée que l'ère de la technoscience est arrivée, même si le mot technoscience est un mot des années 70. Hein. Mais il y a cette idée que, et oui, commence l'avènement d'une recherche qu'on dirait processuelle, je veux dire, qui vise aussi à transformer le monde et pas seulement à penser le monde. Il y a ça en background très général, hein, en dehors de tout le reste. L'esprit de défense, il commence en 40. Effectivement, on dit en 45. Je dirais que cette généalogie est lointaine, comme toujours en histoire. Vous savez, il y a toujours des origines des origines. Mais c'est notamment le Front populaire, ne l'oublions pas, avec la création d'un sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique, Irène Curie, Jean Perrin. Hein, c'est quand même pas n'importe qui, et ça montre bien que les physiciens en particulier français sont très attachés à la réflexion sur c'est quoi une politique de la science et à une organisation véritablement collective de la science. C'est ça qui, par-delà, je dirais, les opinions politiques et les modes d'engagement futurs, c'est ça qui, à mon avis, résume le mieux l'état d'esprit des physiciens français. Et le CEA n'arrive pas là par hasard, bien entendu. Et puis, une autre chose qui me semble importante pour comprendre ce qui va se passer après, c'est que la cristallisation antifasciste, le Front populaire, arrive au moment où le nazisme a montré son vrai visage et on se prépare au pire. Et n'oublions pas que cette cristallisation antifasciste préside à quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire politique française, c'est-à-dire à l'évolution de la gauche pacifiste et internationaliste vers l'acceptation des impératifs de la défense nationale. Et elle entraîne les savants de gauche, en particulier, à s'affranchir du mythe d'une recherche pure, dédiée au bien de l'humanité, pour accepter une recherche beaucoup plus applicative et orientée vers la mobilisation nationale contre l'Allemagne nazie au départ. Ça va se passer comment? De trois manières. Premièrement, en orientant les recherches vers les applications militaires. Deuxièmement, en intégrant la machine institutionnelle. Pierre Bicard, André Labarthe, Jean Perrin, Henri Logier sont des gens qui sont dans l'appareil, qui sont déjà introduits dans l'appareil d'État. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, en militant dans des organisations antifascistes, type comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Et le CNRS, bien entendu, est créé dans cette mouvance. C'était déjà d'abord le CNRS-A, avec A pour appliquer, en 1938. Et dès le départ, on parle d'adapter la science aux questions économiques, l'économie nationale et la défense nationale. Joliot-Curie va être très actif
même s'il n'est pas encore au top à ce moment dans l'engagement politique institutionnel, mais on a retrouvé au musée, Curie, une note manuscrit d'André Lamarthe, qui va être un futur Français libre, même s'il va se fâcher avec le général de Gaulle, mais il écrit « Le décret signé, merci et amitié ». Voilà. Donc ça veut bien dire que Joliot Curie est extrêmement impliqué dans la création de cette nouvelle structuration de la recherche qui devient le CNRS, comme vous le savez, en janvier 1939. Et après le discours de Jean Zay, dont on sait comment il va malheureusement terminer, Jean Perrin évoque, je cite, « la grandeur scientifique, économique et militaire de notre pays ». Voilà. L'esprit de défense, il est là. Et je ne vais pas revenir sur ce qui était très bien dit tout à l'heure. Le groupe 1, qui va être dirigé par Joliot Curie, travaille sur de la recherche militaire, études biologiques sur certains gaz de combat. Par exemple, les phénomènes d'électrisation qui se produisent dans la fabrication des poudres, l'accroissement du stock d'eau lourde et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, la guerre 39-40, parce qu'il faut bien, effectivement, Dominique avait raison, il faut bien segmenter les périodes. C'est très important, cette approche très fine de la périodisation. Je vous parlais de l'avant-guerre, 39-40. 39-40, la bataille de la France, la mobilisation des savants. Oui, les savants se mobilisent, et notamment Joliot. Je parle de Joliot non pas en tant que personne, mais en tant que futur directeur du CNRS, en tant que personnalité très impliquée dans le monde politique et dans la définition d'une politique scientifique. Joliot Curie, c'est plus que lui-même, si je puis dire. Eh bien oui, pour dire ce qui a été dit dans la première intervention, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est quasiment jamais cité d'ailleurs, qui s'appelle Raymond Valabray, qui est un avocat. Il a fait des études de chimie, en même temps de politique, etc. Et c'est lui qui va rédiger les brevets, en fait. Et il dit à la radio de Lyon le 11 août 1945, c'est-à-dire 3 jours après Hiroshima, il dit, moi j'ai rédigé les brevets concernant les procédés de désintégration atomique inventés par Joliot et ses collaborateurs. Ce texte, insiste-t-il, recèle non seulement l'invention de la bombe atomique, mais encore la possibilité de freiner la formidable énergie, etc., à des fins créatrices. Et comme on l'a dit, oui, l'expérimentation de l'explosion a été envisagée. Maintenant, je pense que c'est indubitable, il faut le dire. Et Valabray lui-même dit, le 1er septembre 1939, Joliot Curie et ses collaborateurs se disposaient à vérifier leurs hypothèses et leurs calculs au cœur du Sahara. Ils appelaient ça la grande expérience. Donc ça, c'est l'esprit de défense. Alors bien entendu, ça va un peu contre une certaine idée qu'on a de Joliot Curie post-guerre et guerre froide, en fait, quand il se présente comme un parangon du pacifisme, même si c'était vécu, bien entendu, avec sincérité, mais il y a un autre Joliot Curie et qui n'est pas propre à lui, mais qui est propre à l'ensemble de la communauté des atomiciens en particulier. Et forcément, Raoul Dautry confirme ces recherches, Henri Moureux aussi, je ne développe pas. Et ces gens-là ont tellement intégré l'esprit de défense que Joliot Curie se plaindra de la non-réactivité des militaires. Il le dit d'ailleurs dans un lieu qui n'est pas terrible, si je puis me permettre l'expression, c'est les nouveaux temps du collaborationniste Jean Luchaire. Nous sommes le 15 février 1941, et il dit « Nous souffrons tous, ceux de l'éducation nationale et ceux de l'armement, du manque de coordination dans l'ensemble des recherches intéressant la défense nationale. » C'est lui qui prononce le mot. La résistance, je vais être très bref pour simplement dire que, bien entendu, il y a quelques atomiciens, très peu, qui s'engagent du côté Vichy, peut-être pas la collaboration pure comme Georges-Claude, mais je pense notamment à Jean Thibault, qui lui aussi était un très bon atomicien. D'ailleurs, Joliot Curie le reconnaît dans des textes. Mais l'engagement dans la résistance est quelque chose de très complexe. Ça dépend de la période, ça peut prendre des forces variées, des intensités diverses. Mais j'aimerais attirer votre attention sur 2 personnages qui vont se rencontrer, qui vont fonder le CEA. J'ai nommé Raoul Dautry et Joliot Curie. Et ce n'est pas pour rien que le général de Gaulle les nomme les deux. Ce n'est pas pour rien. Et maintenant, je sais un peu plus pourquoi, depuis très peu, en fait, même après mon bouquin sur l'atome et la France, suite à ce colloque, je suis allé dans mes archives britanniques, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les archives britanniques pour mes travaux,
Et forcément, on n'exploite pas toute la doc, hein, donc il y a tout un stock et qu'on réexamine en fonction des problématiques du moment. Et il y a quelque chose que je dis dans mon livre, qui date de 2015 quand même, que je ne redirai plus, mais c'est ça la recherche, hein, c'est un travail de perpétuelle reconsidération. Et voilà, donc c'est pour ça que la vérité n'existe pas, et je suis persuadé que mon maître Georges Aranciboutou ne dira pas le contraire. La vérité, elle sera toujours asymptotique, bon, et que nous dépendons des sources. Bon. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, en fait, le plaisir, je ne sais pas, pour moi, oui, d'une certaine manière, parce que je sais mieux qui est Raoul Dautry. Et j'espère que maintenant vous aurez une idée de la raison pour laquelle le général de Gaulle il nomme Raoul Dautry. Parce que l'idée, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose. Alors, il ne s'est pas engagé à Vichy, ce qui est déjà pas mal, malgré les sollicitations. C'est déjà... mais ce n'est pas suffisant pour être un résistant, si vous voulez. Mais dans un document des services secrets britanniques de 1942, hein, avant novembre, c'est-à-dire avant l'invasion de la zone sud, où là, tous les Français normalement constitués ont bien compris que Vichy s'est râpé. Donc, je lis en anglais parce que c'est en anglais. Hein. Rex, c'est-à-dire Jean Moulin. Oui, Jean Moulin, on est à ce niveau-là. Rex reported that Dautry was absolutely loyal to the Allied cause. Rex intending to propose to him that he should take over the control of the railways on D-Day. Dautry was prepared to set about studying the question immediately. London's approval was asked. En français, ça veut dire que, eh bien, on demande à Dautry de s'occuper de la résistance ferroviaire, hein, et de la stratégie de destruction des moyens de communication. Alors, vous savez que c'est René Hardy, malheureusement, si je puis dire, hein, du mouvement Combat qui va assurer cette mission. Mais voilà, ça c'est un texte inédit que je devais citer aujourd'hui, c'est clair. Donc, deuxièmement, j'ai trouvé aussi que le général de Gaulle demande à Jean Moulin, lors d'une de ses expéditions en France intérieure, de donner une lettre à Raoul Dautry. Le colonel Passy, le patron des services spéciaux, le BCRA de la France libre, envoie un subordonné, André Manuel, c'est la mission Pallas, qui va faire d'ailleurs beaucoup parler, et il rencontre Dautry, qui le met en relation avec d'autres personnalités importantes de la France, et notamment le maire de Lyon, ce qui n'est quand même pas rien, Georges Villiers, François Valentin, ancien patron de la Légion des combattants, entre autres, pour les amener à se rallier au général de Gaulle. Donc il y a un vrai boulot qui est fait par Dautry au nom du général de Gaulle, et je pourrais vous citer d'autres documents, mais qui seront peut-être dans la version écrite. Voilà, donc de Gaulle, il choisit Raoul Dautry comme représentant de la France libre d'une certaine manière. La France libre n'existe plus, bien entendu, en octobre 1945, mais dans l'imaginaire du général de Gaulle, Dautry, c'est la France libre. Joliot-Curie, c'est autre chose. C'est la résistance intérieure. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur les conflits entre la résistance intérieure et la résistance extérieure. Et encore, dans les résistances extérieures, il y a plein de résistances extérieures. Mais Joliot-Curie, c'est le Front National, c'est-à-dire, malgré les apparences, une arme de la clandestinité, mais aussi une arme politique du Parti communiste français, bien sûr, ça tout le monde le sait. Hein. Ce sont deux résistances. Ce sont deux imaginaires politiques et philosophiques, même s'ils se rencontrent sur l'impératif de la défense de la France. Hein. Donc, le général de Gaulle, qui était bien entendu un redoutable homme politique, hein, même s'il aimait bien se présenter comme un militaire, mais c'était d'abord un homme politique extrêmement intelligent, hein, il fallait deux fers au feu. Hein. L'un contrôlait l'autre, c'était à mon sens le cas. Comment ? Oui, mais quand même, quelques minutes. Il me faut quelques minutes. La politique, parce qu'on en a parlé justement, mais oui, j'ai plein de choses pour la discussion si ça vous intéresse, mais concernant la politique de présence, est-ce que Joliot-Curie a eu raison de rester ou pas ? Les avis sont partagés. Goldschmidt dit que c'est pas bien, que le prestige de Joliot-Curie aurait été immense à l'étranger. Il aurait vraiment apporté la science française, la science atomique aux Alliés.
Et pour d'autres, c'est pas bien. Hein, voilà. Et pour d'autres, c'est bien, comme Henri Moureux qui dit oui, il fallait une politique de présence. C'est l'histoire de Lucien Febvre et Marc Bloch, si vous voulez. Hein, voilà. Et puis d'autres résistent dans la résistance intérieure, mais qui ne sont pas affiliés au Front National. Et je pense que c'est important parce que ça va créer le noyau, si je puis dire, dur de ceux qui vont fonder le CEA. Et je vous donnerai un exemple, le général Paul Bloch Dassault, le frère de Marcel Dassault, organisateur des unités des forces des FTP, francs-tireurs partisans, qui va être en relation avec Yves Farge, commissaire de la République, ministre du Ravitaillement, et très en pointe sur la politique de la défense économique de la France, qui lui-même est très ami avec Joliot et avec Pierre Bicard qui fait de la résistance, non pas en tant que chercheur, parce qu'on peut résister en tant que chercheur dans sa recherche, ce qui n'a pas été le cas de Joliot-Curie, mais on peut aussi résister, à titre de résistant, si je puis dire. Alors, je ne parle pas de la résistance extérieure, puisque ça a été tout à fait dit. Mais simplement, la dernière période, elle est très importante. Il y a un article, là aussi, qui n'est quasiment jamais cité, de Joliot-Curie, dans la revue de défense nationale, qui s'appelle, dans la revue L'Armée française, qui s'appelle La guerre scientifique. Et là, Joliot-Curie justifie l'engagement des scientifiques pendant la guerre, mais aussi pendant la guerre de libération, si j'ose dire, où là, il faut mettre la science au service de la nation. Alors, pour terminer, pour synthétiser les choses, sur la question de l'émergence de la conscience de l'enjeu géopolitique. Il y a deux choses qui m'apparaissent dans les discours de la libération. Il y a deux mots-clés, en fait, qui caractérisent cet esprit de défense. Pour ne pas dire résistance, parce que résistance, c'est une notion juridique très particulière, mais l'esprit de défense, qui me semble un terme plus générique et qui englobe plusieurs notions. Deux mots-clés, indépendance de la France, et là, il y a le front gaulo-communiste, si je puis dire, qui peut travailler utilement à cette question, d'où le choix du général de Gaulle de Joliot-Curie, d'où le fait qu'il lui accorde quand même des funérailles nationales, ce qui n'est pas rien. L'indépendance, non pas seulement militaire, politique, géopolitique, mais l'indépendance énergétique. On pourra y revenir. Ça, c'est très important, c'est dans le discours de tous les atomiciens de l'époque. Et pas que des atomiciens, bien sûr. Deuxième mot-clé, la puissance. La puissance, oui, on a parfois du mal à utiliser ce mot, mais l'aveu des archives, et même l'aveu des textes publiés, c'est, oui, il faut se réconcilier avec ce que disait Bertrand de Jouvenel, la civilisation de puissance. Tous disent que la France, brisée, martyrisée, humiliée, comme dirait quelqu'un, cette France-là, elle ne pourra renaître qu'avec de la puissance. Et, comme le dit Joliot-Curie, en 1947, devant les élus de Saclay, qui ne sont pas d'accord pour qu'on crée l'université là-bas, il dit « la science paye ». La science paye au sens de... Et non seulement elle paie, je cite, mais elle nous permet de ne pas être tributaire de l'étranger et par conséquent assurer notre indépendance. La notion de puissance aussi, intervient aussi dans son discours. Et je termine bien, donc deux mots, indépendance, puissance. Mais aussi, ça c'est un mot que j'ai inventé, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais qui n'est pas utilisé à l'époque, mais j'appelle ça la technophanie. La technophanie, c'est l'idée que la technique, au sens de la technoscience, mais comme je vous dis, à l'époque on ne dit pas technoscience, la technique va être le vecteur de reconquête de la puissance. La technique. Et la technique, c'est quoi? C'est l'atome. Et connaissance et puissance sont deux mots qui vont très bien ensemble, jusqu'en 1948. Connaissance et puissance, et c'est l'atome. Je cite deux livres, simplement, deux livres qui paraissent à l'époque, qui ont un grand succès. Premièrement, le livre de quelqu'un, d'un grand vulgarisateur, mais qui n'est pas du tout un scientifique, pour vous dire que l'esprit technophanique, technoscientifique, il imprègne toute la société. C'est le grand historien du cinéma, Georges Sadoul, qui publie dans l'Humanité un feuilleton qui va devenir un livre, Mystère et puissance de l'atome. La puissance. On n'a pas peur de la puissance de l'atome. C'est Jean Thibault, qui veut se faire racheter, qui publie un livre qui s'appelle Puissance de l'atome. On est là-dedans, et je pense que c'est extrêmement intéressant de noter que, et j'en aurai terminé, c'est que Joliot-Curie et les savants vont avoir
une perception d'Hiroshima très particulière qui moi-même m'a surpris d'ailleurs en découvrant les archives de l'époque, parce qu'ils assument Hiroshima d'une certaine manière. Bien sûr, ils disent que c'est dramatique, mais que finalement, ça peut être extrêmement utile pour la société civile, pour la science, pour l'humanité, mais aussi pour la défense de la France. Et je terminerai sur le fait que, eh bien oui, dans cette quête pour l'indépendance et la puissance, on craint les États-Unis pour 2 raisons. Et le CEA, je pense, c'est aussi ça à qui il doit sa naissance. Pour 2 raisons. Premièrement, les États-Unis, vous savez, font une espèce de blocus scientifique. André Labarthe parle d'un mur scientifique. Ils veulent blackouter la connaissance scientifique. Joliot-Curie n'est pas d'accord, et tous ceux qui sont à Irène Curie, etc., ils ne sont pas d'accord en disant... Mais même Einstein, en 1939, il dit que la question de la fission, elle était quand même mise à jour par Joliot-Curie. Donc il y a un ressentiment anti-américain très fort. Deuxièmement, les Américains, la guerre n'est pas terminée, ils inspectent le monde entier, le Moyen-Orient, l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, pour repérer des sources minéralogiques. Vous connaissez l'accord avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, il y a une conscience de cette mise en danger, en fait, non pas simplement de la science atomique, mais de l'indépendance de la France tout court. Et je pense que c'est vraiment ça qui est à l'origine de la création du CEA. Et c'est pour ça... Et c'est ma dernière phrase, Dominique, c'est pour ça qu'on comprend mieux, et moi j'avais du mal à comprendre, mais je comprends mieux maintenant, on comprend mieux pourquoi, lorsque le CEA est porté sur les fonds baptismaux, en octobre 1945, comme vous le savez, l'objectif militaire n'est pas exclu, mais il n'est pas prioritaire. C'est pour ça que le texte fondateur, donc c'est peut-être bon de le rappeler aujourd'hui, dans cette phase historienne, il dit ceci: poursuivre les recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les différents domaines de la science, de l'industrie et de la défense nationale. Voilà, merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour tous les intervenants. Je suis désolé d'avoir pressé les uns les autres, mais l'idée étant d'essayer d'avoir une discussion avec le public. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Il y a un micro qui peut... Alors je peux peut-être démarrer sur la question de Joliot qui n'a pas voulu partir. Donc on a beaucoup écrit là-dessus. D'une part, il disait qu'il voulait rester auprès de ses laboratoires. On dit également que Irène Joliot avait des problèmes de santé, donc il voulait rester. Mais en même temps, on voit que Jacques Allier a quasiment intimé l'ordre à Frédéric Joliot de partir, en disant mais vous avez un tel rayonnement dans le monde que ça serait tellement mieux que vous partiez, et qu'en fait Frédéric Joliot, je crois, a hésité. Il était même dans un état moral, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires? Bon, je peux juste donner peut-être mon point de vue, mais c'est vrai que le fait que Joliot choisisse la complexité finalement d'un chemin obscur et qui décide d'affronter les incertitudes liées à la situation en France, et ça pose question. Alors Michel Pinault qui propose dans son livre une hypothèse qui est finalement que Frédéric Joliot souhaitait rester auprès de son cyclotron qui était tout juste en marche, d'autant que Gentner, dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure, a été nommé très vite comme officier pour contrôler un petit peu les travaux scientifiques qui se dérouleraient au Collège de France. Et d'ailleurs, il y a une rencontre entre Gentner et Joliot avant que Gentner accepte ce poste, où il a posé la question à Joliot: est-ce que vous êtes d'accord d'une certaine manière pour que j'accepte ce poste et que je prenne finalement la direction des recherches sur le cyclotron? Et finalement, il va y avoir un petit accord entre Gentner et Frédéric Joliot pour que les recherches puissent se prolonger, même si ça ne s'est pas fait aussi simplement, à la fois du côté allemand, qui utilisait le cyclotron, mais également par les équipes françaises. Mais je crois que, et je vais donner la parole à Robert Belot, qu'il y avait quelque chose d'effectivement très important à ce moment-là autour des notions d'indépendance et de puissance, puisque la France d'avant-guerre bénéficiait déjà d'une certaine avance scientifique, enfin d'une vraie puissance à la fois technique, scientifique, et qu'on va voir effectivement être réduite au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'on n'a pas encore éclusé toutes les sources archivistiques. J'en ai retrouvé une récemment d'ailleurs, sur l'attitude de Joliot-Curie pendant l'occupation. Mais
Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, je pense, c'est que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Aux frontières de la liberté » il y a fort longtemps, et qui se posait la question de, justement, faut-il partir, faut-il rester? Alors, c'est pas simple. Quand on reçoit une lettre d'invitation pour enseigner dans une université américaine, comment ça peut être perçu par ceux qui restent en France, hein, qui sont dans la France humiliée, auprès de ceux qui luttent, pas tout de suite bien sûr, mais en tous les cas auprès de ceux qui sont totalement assommés par la défaite. Quitter la France, est-ce que ce n'est pas un acte entre guillemets de désertion? C'est les termes de l'époque, hein. Donc partir n'est pas forcément une garantie de résistance, hein. Et rester, bien sûr que non, également, hein. Donc il faut bien avoir ça présent à l'esprit, hein. Partir, ce n'est pas forcément un acte héroïque. Quand Raymond Aron part, il veut très tôt, au mois de juin 1940, il ne veut pas rejoindre le général de Gaulle, hein. Il y a plusieurs motivations, vous voyez, mais le fait de partir n'est pas constitutif d'un acte de résistance, d'après moi. Et le fait de rester, ce n'est pas non plus caractéristique d'une volonté de collaboration, de collaboration au sens strict du terme. Alors je prendrai un exemple, Henri Moureux, l'homme, comme on l'a dit, l'homme de l'expédition de l'eau lourde. Il dit, mais pour Fred et moi, la décision est prise, il faut que demeurent en France des hommes pour résister à l'envahisseur, et le nom de Joliot est un drapeau. Alors un drapeau, effectivement, qu'on peut utiliser dans un sens ou dans un autre, mais voilà, l'idée c'est une politique de présence. Alors il y a le matériel technoscientifique, bien sûr, à protéger, le seul en Europe continentale, bien sûr, ça joue un rôle très important. Il y a le fait de ne pas perdre peut-être une position, comment dire, dans l'institution universitaire, hein, parce que Joliot avait quand même ce souci de... Voilà. Et enfin, on peut quand même se poser la question, pourquoi Joliot-Curie va quand même très loin? Moi, j'ai des traces d'entrée, de reconnaissance comme résistant dans les hautes sphères de la résistance en février-mars 1943. Là, j'ai des documents qui montrent que oui, eh bien, il est sur la photo de ceux qui vont décider de la France de demain et donc qui expriment la France de la résistance. Mais effectivement, l'élection à l'Académie des sciences, ça peut poser problème. L'article dans la revue Les Temps Nouveaux, ça peut poser la question. L'idée qu'il veut créer une école libre de chimie en 1943, officiellement, ça peut poser question, hein. Il est sur une ligne de crête qui n'est pas simple, mais ce que je dois dire pour terminer, c'est que fondamentalement, et on le voit bien avec l'expérience de la Lourde, fondamentalement, il est anti-vichiste, bien sûr. Toute sa philosophie va à l'encontre de Pétain. D'ailleurs, Bichelon, qui lui demande de reprendre la recherche, il dit non, pas question, c'est pas le moment. Donc il est fondamentalement anti-vichiste, mais il adopte une position effectivement qui n'est pas simple et qui a été diversement appréciée après la guerre, bien entendu. Merci. Donc on va prendre une question. Oui, bonjour. Vous avez raison de segmenter les choses, quand même, les périodes. Après la guerre, il y a quand même beaucoup moins besoin de l'arme atomique. Et il y a quand même des scientifiques qui ont quitté le projet Manhattan, Joseph Rotblat. Vous dites qu'Hiroshima a été vécu d'une façon particulière par les scientifiques français. Est-ce que vous pensez quand même que les déclarations des intellectuels français à l'époque et l'horreur d'Hiroshima n'a pas été pour quelque chose dans la prise de position de Joliot-Curie contre les applications militaires de l'atome et sa révocation du CEA que vous n'avez pas signalé, effectivement? Non, mais ça, c'est la révocation du CEA, ce sera plutôt l'objet de la deuxième table ronde. Donc voilà. Mais est-ce que vous voulez réagir? Je n'ai pas très bien compris la question, sincèrement, parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est l'inverse, si vous voulez. J'essaie de retrouver la déclaration de Joliot-Curie qu'il fait. Non, mais bon, il est clair que Joliot participe à l'élaboration de la diplomatie nucléaire à la fondation du CEA. Mais encore une fois, ce sera l'objet de la deuxième table ronde, mais avec effectivement en soulignant en essayant d'évacuer l'aspect application militaire. Cela dit, comme cela a été rappelé tout à l'heure, dans l'ordonnance créant le commissariat de l'énergie atomique, il est prévu les questions de défense nationale. Donc il y avait déjà une contradiction. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Avant la guerre, il y a une communauté internationale de physiciens, et donc allemands, français, suédois, britanniques,
travaillent ensemble et progressent ensemble. Ils connaissent. Donc les Allemands savent très bien où en est la recherche française. Donc ma question est de savoir, au moment de l'occupation, est-ce que les autorités allemandes se préoccupent de mettre la main sur des acquis nucléaires français? Comme ça a été dit tout à l'heure par M. Wien, effectivement, l'intérêt des Allemands s'est très vite porté sur le laboratoire de Joliot au Collège de France, et en particulier sur le cyclotron, comme vous l'avez dit. Mais il se trouve que dans un premier temps, celui qui était en charge de contrôler Joliot, c'était Gentner, qui était un ami de Joliot, il se connaissait très très bien. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a eu un compromis, mais Joliot a toujours déclaré, je crois que dans les faits que c'est parfaitement prouvé, que jamais il n'a participé à l'effort militaire allemand. Donc effectivement, les Allemands sont intéressés très très tôt au cyclotron du Collège de France. Bon, on va être obligé de terminer parce qu'on va diffuser un extrait donc, de la bataille de l'Eau-Lourde. Donc peut-être une toute dernière question, mais très, très rapide s'il vous plaît. Donc ici, oui, monsieur. Oui, merci. Robert Venot. Moi, je suis un enfant de la Techno-Family. Je ne retrouve pas ça dans les jeunes aujourd'hui, ça c'est le premier aspect. Puis je voulais un petit peu dépasser la question qui vient d'être posée. Que pouvez-vous dire concernant Lise Meitner ? Est-ce que son nom figurait dans une liste pour aller aux États-Unis ? Enfin, je sais qu'elle est allée en Suède à cause de son cousin, et elle a pris une part importante dans la découverte de la réaction en chaîne. D'ailleurs, aujourd'hui, on trouve beaucoup de livres qui parlent de Lise Meitner et qui ne parlent plus de Joliot-Curie. Il faut juste rappeler que Lise Meitner effectivement a joué un rôle très important dans la démonstration physique de la fission en janvier 1939 avec Otto Frisch. Ils étaient deux, donc d'origine, ils étaient tous les deux autrichiens, donc ils n'étaient pas français. Donc je ne pense pas que ça faisait partie de la liste de Rapkin. Ils étaient autrichiens. Mais effectivement, Lise Meitner, qui était alors réfugiée en Scandinavie, a dû rejoindre les États-Unis par la suite. Voilà, donc on va s'arrêter là pour maintenant projeter donc, pendant 10 minutes l'extrait du film La bataille de l'Eau-Lourde. Et je tiens encore à remercier tous les intervenants pour cette passionnante table ronde. Merci.